Hello les amis, jamais je n'ai eu autant de difficultés à faire une émission. Me plonger dans une enquête sur les monts Boussegui m'a apporté beaucoup de surprises, mais aussi un flot ininterrompu d'informations de nombreux et différents canaux. Donc comme au final, je ne peux continuer d'investiguer et enquêter sur toutes les pistes qui me sont proposées pour vous faire cette émission, et que vous êtes nombreux à me la réclamer, j'ai décidé de vous faire partager de suite mes premières découvertes et de faire une chronique régulière sur le sujet à chaque élément nouveau. De toute façon, j'avais de quoi faire une émission de 3 heures à 4 heures. Je pense que pas grand monde l'aurait regardé, donc il vaut mieux faire comme ça. Je voudrais préciser juste aux nouveaux abonnés de ma chaîne que c'est ma 5e émission sur le Boussegui en moins de 3 mois. Et que si vous êtes un peu perdu, il va falloir regarder les autres, car pour bien comprendre cette émission, il faut regarder les autres. Je ne peux pas répéter tout ce qui s'est dit dans les autres émissions à chaque fois. Sinon, vous risquez d'être un peu perdu. Même Eddy, mon informateur roumain, ex-militaire, qui a rencontré Gérard Desforges sur Marseille, m'encourage à sa manière en me disant « Je me demande vraiment comment tu vas faire vu la masse d'informations complexes incroyables que tu as. » Bah, c'est sympa, il dit, merci. Cet encouragement. Il faut que je vous annonce aussi quelque chose. Eddy n'est pas simplement un ex-militaire roumain, mais c'est aussi un membre actif d'un réseau qui est tout aussi actif, qui enquête sur place en Roumanie. Et ils sont un beau petit réseau. Car essayer de percer les mystères des monts Boussegui, c'est comme essayer d'enquêter sur l'affaire Roswell sans pouvoir entrer dans la zone 51, essayer de découvrir comment les pyramides d'Égypte ont été construites sans pouvoir visiter les accès interdits au public, ou d'essayer de savoir ce que se cache comme livre dans la bibliothèque secrète du Vatican sans y avoir accès. Mais la différence, c'est que l'on peut plus facilement enquêter sur place autour du mont Boussegui, surtout grâce au réseau constitué là-bas et dont Eddy est un membre très actif. Comme vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis quelque temps, je ne suis pas un narrateur ni un conteur d'histoire. J'ai besoin d'enquêter, de vérifier mes sources. Je voudrais en profiter pour demander à certains d'éviter, d'arrêter, de m'envoyer des liens vers des chaînes qui relatent les livres traduits en français sur les monts Boussegui. C'est bon, j'ai lu les 6 livres maintenant écrits en anglais, et j'attends la traduction du 7e qui devrait sortir encore ce mois. L'affaire du Boussegui est complexe, car noyée dans des histoires similaires ou s'en approchant, comme vous avez pu le constater avec l'émission mise en ligne hier avec mon ami Jean Librero, OVNI, sur la Roumanie. En France, vous ne connaissez l'affaire du Boussegui principalement par rapport au premier livre, un peu moins des 2 autres. Mais il faut que vous sachiez que Radu Sinama en a écrit 4 et qu'il en a écrit 7 et qu'il est en train d'écrire le 8e. À la lecture de l'ensemble de ces livres, l'histoire devient, vous vous en doutez, très complexe. Et je dois le dire que des incohérences se sont faites jour. Une fois celles-ci relevées, des questions demeurent. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Et surtout, que cachent les montagnes du Boussegui? Qui est Radu Sinama? Qui est César Brad? Alors j'en profitais pour vous demander, dans ma rubrique communauté, en vous mettant en couverture la page de garde du livre numéro 7 de Radu Sinama, qui vient d'être édité en roumain et qui est en cours de traduction en ce moment même en anglais, comment vous feriez si vous étiez le patron des services secrets et que vous vouliez garder un secret, justement? Eh bien, vous devancez celui-ci. Vous le devancez. Si quelque chose était à cacher dans les montagnes du Boussegui, vous inventez une histoire, en y mettant du vrai, bien sûr. Surtout,
dans le tome 1 et vous allez ensuite alterner avec du faux, en n'oubliant pas de mettre un peu partout des agents de la désinformation et d'autres histoires incroyables entourant le Bouchéguy. Ensuite, toujours dans ma communauté, je vous demandais qu'est-ce qu'il y aurait de plus fantastique à cacher qu'une base extraterrestre. Et là, vous avez eu beaucoup plus de peine à me répondre. Une base extraterrestre cachée, au final, cela intéresse qui? Une partie infime de la population s'intéresse à ce sujet. Si j'avais fait une chaîne avec des résolutions de jeux vidéo, des chatons, des chiots et des clips musicaux avec quelques conseils masculins vestimentaires, j'aurais 10 millions d'abonnés. Donc, ce sujet intéressant peu de monde, une base extraterrestre, à moins qu'elle ne soit dévoilée, ce qui ne risque pas d'arriver, cela intéresse et attire très peu de personnes. Par contre, je vous avais dit que deux choses auraient été plus extraordinaires qu'une base extraterrestre et qui risqueraient là, pour le coup, d'intéresser beaucoup plus de personnes. Certains d'entre vous en ont trouvé une, d'autres en ont trouvé l'autre. Donc la première serait la découverte de vestiges de civilisations anciennes nous ayant précédés et technologiquement plus avancées que nous. Cela ébranlerait tous les fondements de notre histoire, de notre évolution, de nos religions et bien d'autres choses. La deuxième serait la découverte de civilisations terrestres et non extraterrestres, très anciennes, vivant sous terre depuis la nuit des temps et ayant évolué de façon bien supérieure à nous. Là aussi, cela remettrait en cause les mêmes fondements que précédemment. Je rappelle pour les sempiternels sceptiques que dans le monde, on n'arrête pas de découvrir dans le domaine archéologique des artefacts qui ne devraient jamais être là, à l'endroit supposé où à l'endroit où ils ont été trouvés, et surtout, on n'a aucune explication de comment ces artefacts ont été construits. Bien entendu, on cache cela, et comme je vous l'ai dit hier dans mon émission, je connais des archéologues qui ont été menacés de mort s'ils dévoilaient leur découverte. Bien, revenons au Bouchéguy. Durant mes enquêtes, j'ai eu aussi droit à de faux Radu Sinama. Certains pathétiques, vite déjoués, mais d'autres qui m'ont causé beaucoup plus de problèmes, car forcément, des pions mis là pour déjouer les tentatives de s'approcher du mystère du Bouchéguy étaient au courant de bien des choses. Aujourd'hui, je peux vous le dire, il n'y a pas de Radu Sinama, dans le sens de celui qui est décrit dans les livres. C'est un collectif qui écrit les livres. Un membre de ce collectif, toujours le même, arrange les phrases pour que le style reste identique. L'homme qui arrange ces phrases est un journaliste brillant, indépendant, auteur de livres politiques au style tout à fait identique à ceux des livres écrits par Radu Sinama. Inutile de mentionner à ce stade son nom et son visage. 2-3 fois dans ma communauté, je vous ai écrit que j'ai été en contact avec Sinama. Avec les faux Sinamar, bien sûr. Il était important que ces derniers, dont je savais qu'ils me lisaient, pensent que j'avais mordu à leur hameçon. Cela les incitait à répondre à de plus en plus de mes questions. Cela me permettait ainsi de gagner du temps. Quand ils validaient par exemple une découverte, quand ils me disaient de continuer d'enquêter dessus, j'arrêtais. Quand ils me disaient que c'était fake, j'enquêtais. Il était très important qu'ils pensent que j'avais mordu à leur hameçon. Je suis désolé pour eux quand ils vont découvrir cette émission. Il y a ceux qui croient à tout ce qui est écrit dans les livres de Radu Sinama, ceux qui pensent que seules quelques vérités y sont placées, et enfin ceux qui pensent que tout est faux. Je rappelle néanmoins à ces derniers qu'il y a deux éléments qui sont tout à fait vrais, ne serait-ce que déjà après la sortie du premier livre. Le premier élément est qu'il y a un nom qui n'est pas caché dans le livre, celui d'Archeniboca, qui est considéré comme le père spirituel de la Roumanie. On ne peut se permettre de relater des propos d'une telle personnalité si celle-ci ne les a pas dites. Imaginez un auteur écrivant une fiction faisant parler en Italie, par exemple, Padre Pio.
On retrouverait très vite des kilomètres de démentis pour dénoncer l'imposture. Rien de tel n'est arrivé en Roumanie concernant ce qu'a dit Arsénie Boca dans les livres de Radu Sinamar. Or, Arsénie Boca a dit en résumé qu'un très grand mystère se cachait dans les montagnes du Bushegi et que ce mystère serait révélé. J'espère qu'il avait raison. L'autre élément est la divulgation du département 0, cette unité d'élite paranormale des services secrets roumains que nul ne connaissait avant la sortie du premier livre en roumain et qui a été confirmé après la sortie de celui-ci. Nous savons aussi tout ce que nous avons appris dans les dernières émissions. Je résume très vite. La base secrète transformée en base sportive, ce complexe bien étrange où très peu de sportifs viennent s'entraîner. Les militaires qui patrouillent, qui sortent et qui disparaissent comme par enchantement. Ces grottes où des personnes rentrent et ne ressortent pas. Les bruits que l'on entend comme si on creusait la montagne. Témoignages sur des blogs d'alpinistes qui n'ont rien à voir avec les ufologues ou les chercheurs de vérité, des petits monts qui résonnent comme une cloche quand on jette un gros rocher de leur sommet, les phénomènes géomagnétiques de la région, le fait que tous les chercheurs qui s'intéressaient à ces altérations du champ magnétique ont été priés de partir du jour au lendemain. L'eau de Roumanie, avec une composition unique au monde, contenant de l'argent et de l'or. Ces deux chercheurs allemands qui, avec leur guide roumain, avaient découvert un temple. Je n'ai hélas pas pu encore retrouver ces chercheurs allemands malgré mes efforts. Et Eddy n'a pas pu retrouver encore le guide roumain qui les accompagnait. Enfin, que dire du balai incessant de gros 4x4 noirs aux vitres teintées que l'on croise souvent sur les montagnes du Bushegi? Et que dire de cet hélicoptère israélien écrasé? J'en oublie, mais il suffit de revoir mes précédentes émissions pour en arriver à la conclusion qu'il est certain que quelque chose est caché dans ces montagnes. Pour en finir avec Radu Sinamar, et sur le fait qu'il n'existe pas tel qu'il se décrit dans le livre, il suffit de noter la quantité de détails impressionnants qu'il donne de ses échanges avec, par exemple, César Brad ou le docteur Chien, et bien d'autres. Comment aurait-il pu retenir une telle masse d'informations qu'il ne connaissait pas? Si les livres relatent une réalité, il faut aussi se poser la question: comment ont-ils pu être édités? Pourquoi l'auteur n'a pas été assassiné s'il n'avait eu le droit de divulguer? Car pour un quelconque membre d'un service secret, surtout américain, trouver qui se cacherait derrière Radu Sinamar serait un véritable jeu d'enfant, s'il ne voulait pas que cela soit diffusé. À croire donc que cela arrange tout le monde. Mais il ne faut jamais oublier que si les livres de Radu Sinamar sont connus, c'est grâce à Peter Moon, sans qui les livres de Sinamar seraient restés ignorés de tous, sauf de quelques-uns en Roumanie. Or, Peter Moon, celui qui a édité les livres en anglais, a été prévenu par David Anderson. David Lewis Anderson et Peter Moon. Voilà les deux personnages qui vont être la base sur laquelle j'allais pouvoir m'appuyer pour commencer à enquêter. Eux, ils sont réels. Anderson est un physicien spécialisé dans la physique de l'espace-temps. Très jeune, il est employé dans un centre de recherche avancée de l'US Air Force. Il travaillera sur le site prestigieux de vol d'essai de la base Edwards dans le désert Mojave. Il fondera plus tard l'institut qui porte son nom et qui conduit des recherches sur les technologies temporelles avancées. Lorsqu'on lui demande une définition du mot « temps », le docteur Anderson répond « Le temps est une illusion de notre évolution biologique et culturelle.
Il dit aussi, nous ne voyons pas l'espace, le temps et l'univers tels qu'ils sont. Nous voyons l'espace, le temps et l'univers tels que nous sommes. Il rejoint partiellement saint Augustin en ajoutant que le temps est très difficile à comprendre et encore plus difficile à expliquer. Le voyage temporel est-il possible? Je suis soufflé par sa réponse. Non seulement ces voyages sont possibles, mais ils sont une réalité aujourd'hui. Il y a en ce moment 6 pays très impliqués dans la recherche sur le voyage dans le temps. Le docteur Anderson préfère utiliser le terme contrôle du temps. Ces 6 pays sont les États-Unis, la Russie, le Japon, l'Inde et la Chine. Il n'en mentionne que 5 des 6. Il ne mentionne pas le 6e. Mais il y a fort à parier que, s'il ne le mentionne pas, cela puisse être la Roumanie. Ce serait l'Inde, selon lui, qui aurait le plus de capacité. Son aptitude à maîtriser le temps est 10 fois plus avancée que celle des autres pays. Il confirme que de l'information a été envoyée dans le passé, en esquivant poliment la réponse quand on lui demande si des personnes ont aussi été envoyées dans le passé. Ce geste d'esquive peut s'interpréter comme une affirmation silencieuse ou bien comme une indication que la technologie pour y parvenir existe mais n'a pas encore été utilisée. En d'autres termes, le voyage temporel est là, ni hier, ni demain, mais maintenant. Pour ceux qui penseraient que ce que je raconte c'est de la science-fiction, d'abord c'est un physicien, d'accord? C'est pas Sylvain Trotta qui le dit. Ensuite, en France, vous avez des personnes qui sont très avancées sur le sujet. Je vous mets dans les liens une vidéo d'une conférence qu'a donnée Alain Caunes. Alain Caunes est un mathématicien français qui a révolutionné la théorie des algèbres de von Neumann, qui a résolu la plupart des problèmes posés dans ce domaine et qui a reçu la médaille Fields en 1982, c'est-à-dire la plus haute distinction qui puisse exister dans le monde des mathématiques. Et donc, dans cette conférence qu'il donne, que je vous mets, qui a été tenue à l'Institut des hautes études scientifiques, qui s'intitule Temps et aléas du quantique, le résumé de la conférence, c'est qu'il expliquera d'abord comment la mécanique quantique donne le bon formalisme mathématique pour la notion de variable réelle. La thèse qu'il essaiera de présenter ensuite est que les phénomènes quantiques ont une variabilité intrinsèque qui est plus fondamentale que celle du passage du temps. Ce dernier, le temps donc, devrait alors apparaître comme émergent du formalisme quantique et il donnera les ingrédients mathématiques essentiels qui codifient cette émergence. Vous trouverez plein d'autres vidéos de lui, par exemple je vous en mets une autre là qui est intitulée Alain Caunes, un passé qui bouge encore. On reviendra peut-être un peu sur ces sujets dans une émission, certains m'ont demandé aussi sur l'effet Mandela. Mais voilà, l'effet Mandela, si on peut bouger des informations du passé, vous avez la réponse sur votre effet Mandela. C'est pas Sylvain Trotta qui le dit, c'est des physiciens, c'est des mathématiciens de haut niveau. C'est pas de la science-fiction. Mais en plus, quand on connaît le lien qui existe entre la maîtrise du contrôle du temps et l'énergie libre, et que l'on connaît les avancées, certes, ne pouvant être mises en avant par l'Inde dans le domaine de l'énergie libre, et vous tapez dans votre moteur de recherche favori Inde, énergie libre, vous allez voir, vous allez être surpris. Donc on comprend pourquoi l'Inde est en avance. N'oubliez jamais qu'il est dérisoire de penser que l'homme en est à devoir utiliser une technologie aussi ancienne que le moteur à explosion. Quand vous observez les progrès incroyables que nous avons réalisés ces 30 dernières années, ne serait-ce que ces 30 dernières années, dans de nombreux domaines, informatiques, télévisuels, ils sont tellement nombreux qu'on ne peut pas les citer. Vous les comparez aux domaines liés aux énergies fossiles, qui, eux, n'ont absolument pas évolué. Il est évident que l'on nous empêche
l'accès à l'énergie libre, car elle mettrait à genoux toutes les économies mondiales qui sont basées sur la perception de taxes colossales sur ces énergies fossiles. Sans parler bien sûr de la ruine de pays aujourd'hui prospères grâce au pétrole et au gaz. Rappelez-vous Nikola Tesla, qui voulait offrir l'électricité gratuite à tous. La première réaction de son employé de l'époque, George Westinghouse, a été de lui demander « Mais comment je vais faire pour facturer, moi ?» Rappelez-vous que lorsque les Roumains avaient eu l'intention de dévoiler au monde ce qui se cache dans les montagnes du Boussegui, ils ont eu droit à un embargo financier global de 48 heures qui les a mis à genoux. N'importe quel autre pays aurait été mis à genoux. En échange, ils ont eu, à la grande surprise générale, l'autorisation d'entrer dans l'OTAN. Comme cela, ils seraient plus et mieux surveillés. Et en prime, les USA ont fait nommer un ancien communiste comme responsable en chef de l'OTAN, de la zone, de l'Europe, du Sud-Est. Revenons à David Anderson, qui dit que les bénéfices du voyage temporel et ceux de la recherche de la maîtrise du temps sont gigantesques. Il y a le bénéfice de l'énergie libre. Ah ben voilà, tiens, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'énergie est produite par la rotation de la Terre, laquelle courbe le temps en effectuant sa rotation. Avec des générateurs de champs de distorsion temporelle, cette énergie peut être récoltée et emmagasinée dans ce qu'il appelle un réacteur temps. Puis l'énergie peut alors être distribuée. La technologie de la construction des réacteurs temps existe et le Dr Anderson en a déposé les brevets. Les applications de ces réacteurs concernent la technologie du contrôle du temps ainsi que la production d'énergie. On n'est pas loin du tout des conclusions de Nikola Tesla. C'est drôle, mais quand il parle, je crois entendre de nombreux intervenants dans les livres de Sinamar. Surtout les êtres des cités intraterrestres incroyables décrites dans les livres. Pour le profane, le voyage temporel semble sortir d'une nouvelle de science-fiction, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou bien d'un film hollywoodien. Ce n'est pas le cas, c'est là, le futur est maintenant. Le futur de l'humanité sera déterminé par la façon dont cette technologie sera utilisée. Nous pouvons avoir un futur de matin ensoleillé, comme nous pouvons subir un cauchemar orwellien. David a créé The Anderson Institute et étrangement ses travaux ressemblent à s'y méprendre à une partie de ce que révèle dans les livres de Sinamar le fameux Dr Xian. Par exemple, que l'espace-temps tordu autour de la Terre ou tout corps rotatif contient d'énormes niveaux d'énergie potentielle. Un réacteur temporel récolte simplement l'énergie dans la tension dans le tissu de l'espace-temps causé par la traînée inertielle. Sur le site web de l'Institut Anderson, vous avez un onglet très surprenant, Religion et temps. Je vous lis un extrait. La science continue de nous faire douter de notre propre perception de la réalité. Elle nous oblige à poser une question importante. Quel sera l'impact sur notre vision de la spiritualité et de la religion ? Les physiciens ont toujours été séparés du monde, de la philosophie et de la religion par les murs stricts de la science analytique. Mais quelque chose de très excitant peut se produire. Est-il possible que les physiciens d'aujourd'hui redécouvrent simplement l'ancienne sagesse qui montre le sens de l'émerveillement qui nous relie à l'univers ? Au cours des 10 dernières années, les expériences de diffusion à haute énergie ont continué à nous montrer la nature dynamique et en constante évolution du monde des particules subatomiques de la matière la plus frappante. Utiliser des accélérateurs de particules et des supercollisionneurs, qui sont d'énormes machines circulaires, avec des circonférences de plusieurs kilomètres. Les protons sont accélérés à des vitesses proches de la
vitesse de la lumière et sont ensuite mis en collision avec d'autres protons ou des neutrons. La matière s'est révélée complètement mutable dans ces expériences. Toutes les particules peuvent être transmutées en d'autres particules. La matière peut être créée à partir d'énergie et elle peut disparaître en énergie. Un scientifique en avance sur son temps dans ce domaine est Mihai Drăgănescu de Bucarest. De l'avis du docteur Drăgănescu, les concepts classiques tels que les particules élémentaires, l'espace, le temps, la substance matérielle ou les objets isolés ont perdu leur sens. Au lieu de cela, il voit un univers et une réalité dont le tissu est uniquement tissé d'informations et d'énergie. Tiens, le docteur Anderson, qui est lié à Peter Moon et donc l'éditeur des livres de Radu Sinamar, cite en exemple un scientifique roumain. Sachez aussi que David Lewis Anderson a créé une fondation pour ne laisser aucun enfant sans espoir qui se nomme World Genesis Foundation. Ai-je besoin de vous traduire? Fondation de la genèse du monde. Comme c'est curieux. Allez, juste comme ça, en cadeau, la couverture du livre numéro 6 de Radu Sinamar, déjà sorti en anglais, et qui s'intitule Genèse oubliée. Décidément, que d'analogies. Mais encore plus surprenant, David Lewis Anderson a ensuite totalement disparu. À un moment même, y compris son site internet, sa page Facebook, etc., comme s'il n'avait jamais existé. Puis c'est revenu partiellement. Et c'est, tiens, Peter Moon lui-même qui en a redonné des nouvelles. L'éditeur de Radu Sinamar en anglais. Dans un blog consacré à David Anderson, où l'on discutait sur lui et on s'inquiétait surtout de sa disparition, c'est Peter Moon, en personne, qui vient commenter en donnant des nouvelles. Je vous lis son commentaire. Le docteur David Anderson est bel et bien vivant. Ma dernière communication avec lui provenait de l'Inde. Tiens, encore l'Inde. Où se trouvent les plus grandes installations de contrôle du temps au monde. Ils sont près des collines d'Iggy. David s'est isolé pour plusieurs raisons. D'abord et avant tout, des percées incroyables dans ses recherches ont retenu toute son attention. Il est également vrai que ses partenaires, deux en particulier, n'étaient pas favorables à ce qu'il dévoile la vidéo démonstration de sa chambre de contrôle du temps. Nous étions une vingtaine d'entre nous qui en avons vu une première version sur bande vidéo le 10 avril 2010. J'ai filmé une grande partie de la présentation, mais je n'ai pas été autorisé à filmer la chambre du temps qui était montrée sur vidéo. La réaction humaine à ces connaissances est également une autre raison pour laquelle l'humanité n'a pas reçu d'autres indices. Je fais un voyage annuel en Roumanie, où je le vois parfois. J'espère également faire un voyage en Inde au cours des 2 prochaines années. Il n'est plus président du WGF, sa fondation, à cause de sa charge de travail. Il est toujours impliqué, cependant, dans le fond, car il est une source de financement importante pour sa fondation. Tiens, encore la Roumanie et l'Inde aussi. Rappelez-vous 2 choses. Le tunnel menant au Tibet et l'affaire Roro. Oui, l'affaire Roro que je vous ai, qui a dans ma chaîne. Regardez bien cette émission. Je n'ai pas trouvé grand-chose sur les travaux de Mihai Drăgănescu, mis à part qu'il a conçu une nouvelle théorie de l'information sur la base structuro-phénoménologique et les éléments conceptuels concernant la société de l'information en Roumanie. Il est considéré comme le leader de l'informatique roumaine.
il a initié la construction du réseau national de centres informatiques territoriaux, l'introduction de l'informatique dans le programme éducatif et le développement de l'industrie du logiciel en Roumanie. Dans le domaine de la philosophie des sciences, il a publié des articles en Roumanie, aux États-Unis, en Belgique, et a inventé les concepts d'information et d'ortho-énergie. Par contre, concernant David Lewis Anderson, un autre chercheur souhaitant rester anonyme nous a raconté cela. David Lewis Anderson est devenu discret car une fois qu'il avait soumis une demande de brevet au gouvernement américain, il serait tombé sous le Patent Secrecy Act et sous le Invention Secrecy Act pour deux raisons. C'est une technologie du contrôle du temps et c'est un dispositif d'extraction d'énergie efficace qui tombe tous les deux sous cette clause de sécurité nationale. La demande de brevet a été déposée, mais le brevet lui-même ne verra pas le jour. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pas croire qu'on en est resté au moteur à explosion. Il y a plein de brevets d'énergie libre qui ont été déposés dans le monde. Soit ils ont été rachetés à coups de milliards par les industries du pétrole, soit l'inventeur a disparu. David avait suffisamment de prévoyance pour mettre en ligne l'application, sachant probablement qu'elle serait enterrée. Avez-vous remarqué que les détails techniques de ces recherches étaient de plus en plus difficiles à trouver en ligne? En vertu de ces décisions de sécurité nationale, une fois que vous soumettez un brevet et que celui-ci est classifié, l'inventeur lui-même ne peut même pas en parler de cette invention, sinon il encourt une peine lourde de prison. Vous voyez comment le système tient le système? On comprend mieux pourquoi une vidéo de David Anderson faisant une expérience de contrôle du temps sur des plantes a totalement été éradiquée de l'Internet mondial. On y voyait une plante à la jeunesse de sa pousse, puis quelques secondes après, elle avait poussé comme si 10 jours s'étaient écoulés. On voit donc bien que beaucoup de choses tournent autour de Peter Moon, l'éditeur des livres de cinéma en anglais, sans qui ce dernier n'aurait jamais été connu, et David Lewis Anderson. On constate aussi le lien entre Roumanie et Inde, ou plutôt entre Bouchegui et Tibet. On parle ici du tome 2, écrit par Sinamar, qui n'a jamais été traduit en français. Peter Moon est aussi l'éditeur de nombreux livres sur le fameux projet Montauk. Je vous mets la couverture et vous voyez peut-être pas en noir, il y a aussi un autre nom qui apparaît, Preston Nichols. On en reparlera dans une autre émission. Alors, si vous cherchez projet Montauk par exemple dans la Bible des débunkers, Wikipédia, eh bien, elle est de suite traitée de théorie conspirationniste. On ne sait toujours pas ce que l'on conspire, mais c'est ainsi quand on n'a aucun argument et qu'on a enquêté sur rien. Plus idiot que Wikipédia, tu meurs. L'organe de propagande suprême de la police de la pensée unique. Ils ne savent rien, n'ont jamais enquêté, mais la traite de théorie conspirationniste. Dans le même temps, pas sous le même nom, pardon, vous allez trouver des documents déclassifiés de la CIA basés sur des éléments constituant le projet Montauk, comme le contrôle mental. À signaler pour les accros aux séries télé que la fabuleuse série Stranger Things était intitulée Montauk au départ. Ils ont dû changer de nom. Peter Moon est aussi l'éditeur du livre sur l'expérience de Philadelphie que vous connaissez tous. Encore une expérience de contrôle du temps. Peter Moon est donc un élément clé et pour remonter la piste Bouchegui, il faut impérativement passer par lui. Or, comme il le dit lui-même, il est souvent en Roumanie. Ici sur la photo, il sort du Parlement roumain. Bah, quand même, sortir du Parlement roumain. Qui a-t-il été voir? Eh bien,
il a été voir César Prédat, qui pour nous, comme vous l'avez expliqué Gérard Desforges, est César Brad, le César Brad du livre. Alors bien évidemment, autant Radu Shinamar n'a rien à voir avec celui qu'il se décrit dans le livre, autant César Prédat n'est pas non plus ce que on décrit de César Brad du livre. Comment nos informateurs ont-ils pu remonter cette piste? Tout simplement car Peter Moon a commis une petite boulette lors d'un live internet. Il en fait très souvent, comme on peut le voir par exemple ici. Mais un jour, lors d'un live, mais cette fois-ci lors d'une web conférence, sur l'écran, il y avait en médaillon, en bas à droite, la photo de César Prédat. Ah! Cela fait beaucoup. Moon sortant du bureau du député César Prédat, les deux en ligne, et ils disent qu'ils ne se connaissent pas. Étrange, non? Alors, qui est César Prédat? Eh bien justement, personne! Sorti de nulle part! Selon les documents officiels, il a été recruté par la sécurité communiste en 1984, alors qu'il était un jeune ingénieur d'une société qui s'appelle actuellement Aromet SA. Retenez bien le nom. Pour arriver à diriger, tenez-vous bien, les services secrets roumains, le SRI, et donc le fameux département 0. Il le dirige, tenez-vous encore mieux, depuis près de 20 ans. Il est indéboulonnable, alors qu'en Roumanie, c'est plutôt la valse à tous les postes, dans tous les domaines. Et comme il a été élu député, qu'il ne pouvait plus diriger officiellement les services secrets, il a été nommé président de la commission de contrôle parlementaire sur l'activité des services secrets roumains, un poste qui n'existait pas du tout, et qui le laisse au contrôle des services secrets roumains. Il est devenu riche propriétaire terrien, en achetant également des hectares et des hectares de territoire. Mais pas n'importe où. Avec des sociétés écrans et des amis, il détiendrait près de 70% des montagnes du comté de Buzău. Cela ne vous dit rien? C'est les fameuses montagnes où dans mon émission OVNI en Roumanie, je vous expliquais les fantastiques découvertes de Vasil Rudan. Découvertes qui ressemblent étrangement à celles décrites par les livres de Radu Shinamar. Pourquoi acheter des montagnes? Là, je vous lis un extrait du livre de Dan Fargas, qui parle du comté de Buzău. L'endroit regorge de vestiges humains, antiques, y compris des grottes d'ermites, dont certaines sont antérieures au christianisme. C'est pourquoi l'endroit est appelé par certains Latos roumains. Dans la grotte appelée Pestera, on trouve des incisions étranges datant de l'âge du bronze. Les incisions ressemblent à des véhicules propulsés par des jets courbes, volant à travers des étoiles à 5 branches vers lesquelles étaient dirigées des lances et des poignards. Le nom le plus populaire du lieu est Tara Luanei, pays de Luana, d'après le nom d'un roi ou d'une reine mythique, ou même, comme certains l'ont dit, en référence à d'anciens extraterrestres présumés. Les légendes locales parlent de portes s'ouvrant sur un autre royaume et qui, dans certaines circonstances, absorbent les individus malchanceux qui se trouvent aux alentours. On trouve dans divers journaux des histoires non vérifiées de personnes qui ont disparu et ne sont jamais réapparues. Et d'autres personnes qui ont disparu d'un endroit et sont réapparues à un autre après un certain temps, sans qu'aucun souvenir de ce qui s'était passé. Rappelez-vous que Vasil Rudan a été chargé de créer une école paranormale avec des enfants possédant des dons, et qu'il devait, avec eux, inspecter la zone du comté de Buzău. Je vous relis un extrait du livre. La zone est réputée pour posséder des propriétés très spéciales. Les transmissions télépathiques entre les enfants, coordonnées par Vasil Rudan,
y atteignait un degré de précision plus élevé, surtout lorsque la température dans les couches supérieures de l'atmosphère était à son maximum. Lors d'une démonstration expérimentale, 2 enfants télépathes avaient réussi 3 fois de suite à transmettre et à recevoir des messages complexes avec une précision apparemment incroyable de 100%. En une autre occasion, les participants avaient repéré par perception extrasensorielle des lieux où se trouvaient des vestiges antiques, une performance qui a stupéfié les archéologues qui avaient été réunis pour assister à l'expérience. Dans un test ultérieur, les enfants furent dirigés par visualisation à distance vers d'autres zones auxquelles on ne pouvait accéder par les méthodes techniques conventionnelles. On découvre depuis, dans cette région, des rochers avec des inscriptions totalement inconnues, des croix, des lignes qui se croisent, des étoiles, et qui sont en cours d'étude. Toujours dans ces montagnes, un grand nombre de bâtiments et d'habitations troglodytiques ont été découverts. Des petites grottes ou des abris ont été ainsi mis à jour. Leur intérieur est plein de signes ressemblant à, vous savez quoi, à des peintures sumériennes, en raison de symboles identiques de ceux de la civilisation sumérienne. On est loin, très loin, de la légende des Daces roumains, qui est une légende ultranationaliste roumaine. On va y revenir dans une prochaine émission, car le sujet est vaste, et j'ai reçu des éléments que je fais analyser en ce moment même par des spécialistes des écritures anciennes. Mon ami Eddy et son groupe ont enquêté sur cette société dont je vous ai demandé plus haut de retenir le nom, la société Aromet SA. On a découvert qu'elle détient des terrains immenses en haut des Carpates, au Buzău, dont on vient de parler, et le Bucegi. Ils ont inauguré récemment une nouvelle section de production, de fabrication, de matériel contre la lutte contre les incendies. Une petite chaîne locale s'est glissée pendant l'inauguration. Je vous rappelle, c'est l'ancienne société où travaillait César Preda. Oh surprise, César Preda était présent à l'inauguration. Pourquoi pas, me direz-vous. Mais qui l'accompagnait? Le général Pașcu, chef de l'état-major de l'armée, ainsi que le chef des services de renseignement. La société Aromet est située à peine 10 km de la zone montagneuse interdite d'accès, qui est devenue une propriété privée appartenant à Aromet, et qui surveille ces montagnes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours dans l'année, avec des 4x4 et des checkpoints et des gardes armés. Diantre! Une montagne. Aromet, la société qui a changé César Preda, qui est rentré comme un homme simple et pauvre, et qui en est sorti immensément riche, avec un destin politique hors norme et militaire, puisqu'il est devenu, et qu'il est encore, depuis plus de 20 ans, le chef des services secrets roumains, tout en étant devenu en plus député. Aromet détient par exemple 19 000 hectares des montagnes des Carpates, y compris des zones situées en plein parc national qui théoriquement ne peuvent être des propriétés privées. Qu'avez-vous à cacher dans des montagnes pour y mettre des hommes armés? Donc, pour faire un premier point, nous avons un homme, César Preda, issu de nulle part, qui devient le patron éternel des services secrets roumains, ce qui est impossible dans n'importe quel autre pays du monde, sauf à avoir la mainmise sur tout le monde. Il devient très riche, on ne sait comment, et acquiert presque toutes les montagnes du comté du Buzău, là même où Vasil Rudan avait fait des découvertes spectaculaires que l'on commence à peine à découvrir aujourd'hui, qu'il est très lié avec la société qui l'avait embauché en premier, Aromet SA, qui détient, elle, des parts importantes d'hectares de montagnes des Carpates, de Buzău encore, et du Bucegi. Dans le même temps, on découvre que César Preda est en relation avec Peter Moon, l'éditeur des livres de cinéma. Cela fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais il y a 2 clans en Roumanie, que cela soit dans les services secrets et dans tous les rouages du pays qui se livrent une guerre assez incroyable.
D'un côté, vous avez les ultranationalistes qui pensent que la culture roumaine est très ancienne et issue des anciens Daces très puissants, dont pour eux, certains auraient évolué dans l'intra-terre pour donner une civilisation très avancée. Et de l'autre, ceux qui pensent plutôt à une piste exogène de la Roumanie, très proche des anciens Sumériens, avec une intra-terre peuplée d'hyperboréens. On a depuis la fin de l'année dernière la visualisation de la lutte que se livrent ces factions avec l'arrestation surprise de généraux, de responsables politiques, sous un argument assez étrange, je dois l'avouer. C'est par une enquête diligentée par César Preda contre des membres du SRI, la faction ultranationaliste, qui ont été surpris en réunion consommant, tenez-vous bien, de l'ayahuasca. Sur la photo, il s'agit du lieutenant-général 3 étoiles Gabriel Cretu, bien entendu membre du SRI. Il a été surpris chez Gelou Oltean, ancien chef des espions de l'intérieur. Attention, sur la photo, c'est la traduction automatique Google du roumain, pas toujours fameuse. Et vous voyez que l'article est récent car il date du 20 décembre 2019. Vous comprenez une des raisons pour laquelle, depuis ma dernière émission datant du 31 décembre sur le Bouchegui, j'ai mis du temps à faire la suivante, car cette affaire est ô combien liée au mystère des montagnes du Bouchegui. En plus, ce joli monde a été surpris en compagnie d'un chaman anglais, Thomas Leishman, qui n'est rien d'autre qu'un ancien espion du MI6 anglais. Le problème est que cette affaire, au lieu de soulever une méga déflagration nucléaire dans le pays, imaginez en France des généraux, des hommes politiques surpris en train de consommer de l'ayahuasca, eh ben, en Roumanie, c'est petit à petit étouffé par les autorités, des membres des services secrets consommant de l'ayahuasca. La presse d'investigation s'interroge. Sauf que cette affaire ne semble pas tourner rond, car c'est près de 8 kilos d'ayahuasca qui ont été saisis avec de la mescaline, une autre drogue. 8 kilos, c'est de la folie. Et beaucoup de personnes connaissant ce fameux lieutenant général, comme l'ex-président de la Roumanie, crient au complot. La question que l'on se pose, pourquoi des hauts gradés, tous proches du SRI, mais de la fraction ultranationaliste, ont été dénoncés par César Preda, qui lui n'est pas de cette faction. Deux solutions. Soit c'est un piège pour s'en débarrasser, soit il consommait vraiment de l'ayahuasca dans un rituel chamanique. Il faut aussi vous apprendre que ces derniers, en étant membres de la fraction ultranationaliste, n'avaient plus accès à la base du Bouchegui. Déjà, pour les sceptiques sur ces rituels chamaniques et la consommation de l'ayahuasca, je les invite à se diriger vers les documents secrets déclassifiés de la CIA. Vous en avez pour 10 ans de lecture, sur toutes les expériences menées avec cette plante dite hallucinogène, et d'autres drogues, comme le LSD qui l'a succédé ensuite, ou rien que là, sur le LSD, vous en avez pour 2 ans de lecture. Alors pour savoir qu'est-ce que cette consommation, si elle a vraiment eu lieu, d'ayahuasca, aurait bien pu apporter à ces hauts gradés, je me suis bien évidemment tourné vers notre excellent chaman de la chaîne Face à Face, notre ami Jean-Pierre. Je lui ai expliqué la situation. Et je tiens à vous préciser qu'étrangement, je n'avais jamais discuté avec Jean-Pierre du Bouchegui. Et sa réponse va vous surprendre et on va être obligé de l'inviter très vite pour venir nous parler de ce qu'il nous raconte. Tenez-vous bien, voici sa réponse. J'essaye de faire simple. Ce que l'on sait, c'est la découverte d'une singularité au mont Bouchegui. Il paraît qu'on a retrouvé des dessins style Lascaux correspondant à un peuple venant de l'intérieur de la Terre. Beaucoup de mythes issus de cultures chamaniques évoquent des contacts
après la prise de substances psychotropes. En Afrique, l'iboga. En Amérique du Nord, la mescaline. En Amérique du Sud, l'ayahuasca. En Europe, la datura. En Sibérie, les champignons. En Asie, l'opium. Depuis la Seconde Guerre mondiale, et à cause des travaux des nazis sur le contrôle mental et la fragmentation de la conscience, ils se sont aperçus que les enfants, en dessous de 7 ans, pouvaient fractionner et cloisonner la conscience en créant des alter-égos, mais leur protocole était issu de vieux parchemins soi-disant provenant de la bibliothèque d'Alexandrie. En tout, ils suivaient un rituel perse qui était basé sur la souffrance au-delà de la conscience, pour échapper à la douleur. La conscience se fractionne et sort du corps, les fameuses sorties de corps. Après la guerre, la CIA a repris les travaux et a développé le programme MKUltra et toutes ses dérives. Mais pourquoi? Parce qu'au cours des expériences, ils sont rentrés en contact avec des entités d'origine soi-disant extraterrestre, après que les cobayes aient ingéré des substances à partir de plantes chamaniques. Mais le plus troublant, et c'est au cours de certaines expériences avec ces jeunes personnes, c'est qu'ils ont ramené des informations spatio-temporelles d'autres pays. Les services secrets validant les informations, ils ont développé une cellule de recherche et d'espionnage à partir d'expériences psy. Au cours de certaines expériences à partir des années 70, la découverte du LSD a potentialisé les pouvoirs des alter-égos. Mais une cellule plus secrète a travaillé sur les ondes de forme, les réseaux telluriques et les fréquences. Et les sous-substances psychotropes, et là, ils sont rentrés dans l'univers des chamans, c'est-à-dire rentrés en contact avec des entités, IT ou pas. Et ils ont découvert plein de choses qui ont fait avancer les milieux scientifiques. Beaucoup de scientifiques de l'époque étaient esclaves des services secrets. Bref, tous les services secrets du monde se sont espionnés et chaque pays a une cellule plus ou moins active. C'est pour ça que les livres de Radu Sinamar parlent de cellules secrètes du gouvernement roumain. Franc-maçonnerie, pouvoir parapsychologique, éveil des consciences, technologie avancée. Ce récit nous emmène dans une autre dimension de ce que nous croyons être notre réalité. Pour revenir spécialement au Bouchegui, il faut bien comprendre que celui qui a travaillé le plus sur les voyages chamaniques est Mircea Eliade, qui était roumain en plus, et il a écrit une nouvelle intéressante. La nouvelle s'appelle Un om mare, un grand homme, littéralement traduit. Elle date de 1945. Et il met en scène une personne ordinaire, l'ingénieur Kuko Hannes, qui grandit incessamment et de façon incontrôlée, atteignant des proportions énormes et finissant par disparaître dans les zones inhabitées des monts Bouchegui. Les références de ce récit furent consignées par Eliade dans la même section de ses notes privées, ou celle où il avait copié les expériences d'Aldous Huxley, constatation qui porta Matei Calinescu a postulé que Un om mare était un produit direct de la prise de drogue par l'auteur. Ce même commentateur, dans l'opinion de cette nouvelle, dit qu'elle était sans doute la plus mémorable et établit un lien avec les Ouriasi, personnages de géants issus du folklore roumain. Alors tu me demandes pourquoi les généraux auraient pris des substances. Eh bien pour rentrer en contact avec des entités, les Ouriasi, les géants connus dans toutes les cultures. Le mont Bouchegui, comme beaucoup de lieux sur les réseaux sacrés de la Terre, réseau tellurique, permet plus facilement d'emprunter un vortex pour accéder à une autre dimension, seulement possible en état modifié de conscience. Et bien voilà, nous voilà rentrés avec Jean-Pierre dans une explication dont seul lui peut avoir le secret, avec les connaissances incroyables qu'il possède. Car je vous rappelle qu'il est d'une lignée de Templiers depuis le XIe siècle, et donc il en sait des choses rien qu'avec cela. Mais en plus, il a reçu les enseignements pendant 1 an non-stop d'un maître taoïste chaman. Je vous recommande vivement mes émissions avec lui. Alors, évidemment, on voit ici que l'on parle, qui nous parle, Jean-Pierre, des Ouriasi.
donc ces géants. Alors ces derniers sont présents dans toutes les civilisations du monde. Maintenant les amis, dans la rubrique contes et légendes. Ouais, bien sûr. Ça c'est la chose facile à faire. Alors qu'on m'explique comment, aux époques reculées, sans internet, sans journaux, sans moyens de communication, des personnes ont pu inventer simultanément les mêmes légendes aux quatre coins de la Terre. C'est juste, quand on étudie un petit peu les probabilités en mathématiques, en statistiques, impossible. Or, les géants sont présents dans tous les récits de toutes les civilisations, y compris orales. Alors pourquoi? Telle est la question. Était-ce parce que les anciennes civilisations, c'était des géants? Était-ce à cause, comme pourrait le laisser penser, les livres de cinéma, vous savez, c'est cette salle de projection avec les tables qui sont à plus de 2 mètres, donc s'il a supposé aussi que c'est des géants qui l'ont construit. C'est rien de tout ça. Ni des extraterrestres, ni des géants tels que l'on conçoit. C'est bien autre chose. Mais c'est trop complexe à expliquer. Et il me faudra mon ami Jean-Pierre pour vous expliquer tout cela, parce que de toute façon, juste tout ce qu'il nous a dit, on l'invitera précisément sur le sujet. Et bien d'autres, parce que ce garçon peut parler de bien d'autres choses. Donc on y reviendra, mais gardez, parce que ça fait... On construit petit à petit des éléments pour bien comprendre ce qui se passe dans ce monde Boussegui. J'espère qu'avec cette première émission, vous avez compris que c'est pas tout à fait ce qu'on nous raconte dans les livres de Radu Cinema, mais qu'il y a quand même des gens qui veulent nous dire des choses, et que pour dire ces choses, ils se protègent à leur façon en racontant une histoire tout à fait extraordinaire. Alors, je vais pas aller plus loin dans cette émission parce qu'elle est déjà dense au niveau contenu, pour comprendre. Les têtes doivent être un peu chaudes, et donc c'est pas la peine de continuer, parce que je sais qu'au bout d'un moment, on sature. Mais je voudrais néanmoins terminer sur 2 choses. Tout d'abord, remercier mon ami Eddy, qui, je le rappelle, met à ma disposition ses enquêtes et aussi son important réseau en Roumanie. Mais justement, certains de ces hommes et de ces femmes qui, pour découvrir la vérité de ce qui se cache dans les montagnes du Bouchegui, prennent parfois de grands risques, car vous l'aurez compris, en face, c'est un petit peu la guerre, quoi. Des hommes armés pour surveiller les hélicoptères qui tournent. Vous avez déjà vu des hélicoptères qui tournent? Je vous en montre. Super sympa pour les touristes qui viennent visiter d'avoir ce son horrible autour des oreilles. Mais ça m'a aussi eu... J'ai profité de l'occasion pour vous montrer le Sphinx, hein, le fameux Sphinx qu'écrivait bien Robert Charroux. Il est toujours là. Et donc je disais que, hélas,
Des fois, les équipes sont obligées de prendre des risques. Et on reçoit des fois de tristes nouvelles, comme celle-ci, qui annonce qu'un homme habitant à Bouchteni, qui est au pied du plateau du Bouchigui, où il y a la base, a été retrouvé mort, en haut de la montagne. Eh bien cet homme est un homme du réseau d'Edi, qui est souvent en observation dans les montagnes du Bouchigui. Du reste, si vous observez bien cette photo, vous devriez la trouver quelque peu surprenante, car tout est enneigé devant le gros rocher, sauf ce qui se trouve derrière le rocher. Et au-delà, plus loin, vous voyez que c'est à nouveau enneigé. Bien, vous savez quoi? La base, c'est juste en dessous de là où il n'y a pas de neige. Et un peu plus bas, derrière le caméraman qui filme à 3-4 km, se trouve la base sportive. Voilà, un des nôtres, parti filmer, n'est pas revenu. Cette émission lui est totalement dédiée. Je sais que ça leur fera plaisir. Enfin, pour conclure, je vous laisse avec néanmoins l'approche de la prochaine émission et une photographie qui a été très difficile et complexe à prendre. Et dit qu'il l'a pris et qu'il prend des risques nous est heureusement revenu. Et donc, je vous laisse avec cette photo jusqu'à la prochaine émission. À bientôt. Bis. Bye bye.